Juste que voilà, j'espère qu'ils ont bien mangé. Hein. Le café était bon. Que le café était bon. 1, 2, 1, 2. On y va. Je sais pas si on m'entend. Je crois que c'est... 1, 2. Ouais, ça marche. Alors, on va commencer, merci. Alors, je vous remercie. Enfin, j'espère que vous avez bien mangé. Nous enchaînons cet après-midi avec une table ronde dont le thème est la gouvernance d'un établissement, rôle et position de l'équipe de direction dans un ESPI. Donc, nous remercions Olivier Herry, ancien délégué général de la FESPI, d'avoir accepté d'animer cette table ronde. Merci beaucoup. Et donc cette table ronde, on remercie aussi Madame Corinne Nicolas, donc proviseure du lycée Germaine-Tillon et du micro-lycée 93 du Bourget, déjà de nous accueillir et d'avoir bien voulu accepter de participer à cette table ronde. Jérémy Firozali, donc enseignant et coordonnateur pédagogique du lycée Germaine-Tillon du Bourget. Est venue de notre chère Sud, Evelyne Blo, donc proviseure du lycée Bonaparte et du lycée des Possibles à Toulon. Donc merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et enfin, Anthony Libert, enseignant et coordinateur du lycée des Possibles de Toulon. Nous vous rappelons également que cette table ronde sera suivie de 3 ateliers. J'espère que vous vous êtes inscrits aux différents ateliers. Donc ce sera dans les mêmes salles, 68, 69 et 70. La 68, c'est comment faire vivre et maintenir une gouvernance expérimentale. 69, vous l'avez vu, c'est quelles compétences développe-t-on pendant et après le travail au sein des ESPI. Et enfin, la dernière 70, expérimenter une réunion d'équipe à travers la pédagogie institutionnelle. Je vous remercie beaucoup et puis ravi de partager avec vous cette belle après-midi. J'ai un micro, ouais, c'est bon. Merci. Ça fonctionne. Merci Madame la Présidente. Donc, en tant qu'ancien, ex, vieux, etc., qu'est-ce que je fais là? En fait, la question, c'est qu'il y a quelques années, on se posait cette question de comment est-ce qu'on fait vivre une des propositions de la FESPI, et une des propositions de la FESPI était de favoriser la collégialité avec des chefs d'établissement facilitateurs. Donc, on s'était dit à l'époque, mais c'est quoi un chef d'établissement facilitateur? Donc, on a des attentes du point de vue des équipes enseignantes. On sait bien ce que nous, on en attend, mais du point de vue des chefs d'établissement, comment est-ce qu'ils vivaient cette situation? Qu'est-ce que ça fait d'arriver dans un établissement dans lequel il y a déjà un projet, dans lequel il y a déjà des gens qui sont au travail? Et donc, on avait commencé un travail d'entretien avec quelques chefs d'établissement et on s'était rendu compte que le plus important, mais ça a été redit ce matin dans tous les ateliers, c'est la question de la relation de confiance. Donc, au-delà de tout ce qu'on se raconte sur les procédures, les fiches de poste, etc., la petite conclusion de cette série d'entretiens avec des chefs d'établissement était comment est-ce qu'on va réussir à créer un lien de confiance professionnel entre des chefs d'établissement et des équipes qui sont déjà là. Donc l'idée de cette table ronde, c'est de faire témoigner deux équipes qui ont un point commun, c'est que dans les deux cas, les enseignants sont sur des projets depuis un certain nombre d'années et que, mesdames, vous arrivez sur des établissements. Donc vous n'êtes pas à l'origine de ces établissements, mais c'est vous qui, pour une fois, peut-être, je ne sais pas si ça vous arrive très souvent en tant que chef d'établissement, être accueillis par les profs et non pas vous qui avez organisé l'accueil. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'avez vécu. Et donc l'idée, c'est de passer un petit temps pour recueillir un peu vos vécus, vos positionnements, à la fois sur ce premier temps, le temps de l'accueil, et puis progressivement, on va aller peut-être sur des sujets où ça frotte un peu plus, c'est-à-dire on sera peut-être moins dans une situation idéale, parce que l'accueil, ça s'est plutôt bien passé, je le sais déjà, et on va parler dans un deuxième temps de comment concrètement vous travaillez ensemble, et dans un troisième temps, on arrivera sur la question qui est probablement celle-là qui est la plus complexe, comment on partage la responsabilité pour que le projet continue à exister dans l'intérêt des élèves. Donc,
Moi, je vais me taire à partir de maintenant et je vais proposer à celles et ceux qui auront des questions au fur et à mesure de poser leurs questions à la fin de chaque temps. Le premier temps, ça sera sur celui de l'accueil et de la rencontre. Le deuxième temps, ça sera sur celui de comment on travaille concrètement ensemble entre les équipes et les chefs d'établissement. Et le troisième temps, ça sera autour de la responsabilité partagée. Puisque tout le monde est d'accord. Comment avez-vous été accueilli en tant que chef d'établissement? Et vous en profitez peut-être, si vous le souhaitez, pour en dire un peu plus, au-delà de cette question, de l'accueil. Alors, donc Evelyne Blot, j'ai été nommée à la rentrée effectivement de ce lycée Bonaparte, mais qui est un lycée de formation, on va dire initiale, en général technologique, avec une partie professionnelle, d'enseignement supérieur. Donc c'est pas forcément sur ce projet-là que j'ai été, on va dire, nommée, puisque effectivement ce sont 24 élèves parmi 1800 élèves, et donc l'accueil, alors un accueil qui m'a vraiment surprise. Puisque ce sont les collègues qui ont demandé à me rencontrer dès le mois de mai-juin, c'est-à-dire que nous avons connu les résultats de nos mobilités en avril, et donc j'avoue que je me suis dit c'est incroyable, on m'attend déjà, mais ça a été vraiment ce qui m'a traversé l'esprit, et donc je ne les ai pas vus une fois, je les ai vus 2 fois, et donc c'est vrai que pour moi c'était assez surprenant. Alors après il y avait la proximité du lycée dans lequel je travaillais auparavant, donc j'étais dans un lycée professionnel à peine 1 kilomètre de cet établissement, donc ce qui, je pense, a aussi évidemment permis cette présentation. Donc présentation avec l'équipe, avec une volonté que je pense, j'imagine, après je présuppose, mais ils avaient très envie que je les connaisse, que je connaisse leur fonctionnement et que ce principe soit déjà adopté avant même que je prenne mes fonctions au 1er septembre avec l'ensemble. Donc donc je les remercie encore, ils ne sont pas tous évidemment présents, mais ils sont 3 et ça m'a vraiment touchée. Après je suis assez sensible aussi dans ma façon de piloter mon établissement, et pour moi c'était déjà un premier témoignage, alors, qui est peut-être normal, mais en tous les cas pour ma part ça m'a vraiment touchée favorablement. Alors, de la même façon, donc un mouvement, et puis surprise, Germaine Tillon, très bien. Donc, prise de contact avec Madame Lazasga, Monsieur Nard n'étant pas tout à fait disponible, et on détermine en fait d'un jour où justement il y avait une réunion micro-lycée. Donc j'ai commencé par rencontrer les gens du micro-lycée. C'était très intéressant. Je n'ai rien dit et je suis partie avec 2 livres à lire. Voilà. Donc que j'ai lu pendant les vacances. Voilà. Mais vraiment c'était très bien ces 2 livres, parce que ça permettait quand même de rentrer aussi dans le sujet. Parce que certes j'avais été pilote focal, pilote CLAB, et donc le décrochage c'était quand même une problématique qui m'intéressait et sur laquelle je m'étais penchée. Mais la structure même du micro-lycée je la connaissais pas vraiment. Donc j'avais travaillé à l'URSA, mais c'était encore autre chose. Donc ça c'était la première chose. Et puis je crois que vous étiez en conseil d'enseignement et je suis arrivée dans l'amphi. Voilà. Et je regarde M. Firozali parce que voilà, vous étiez en séminaire et je suis arrivée, je suis petite sur le côté, et j'ai écouté la restitution du bilan Evars. Et j'ai été stupéfiée, je vous l'ai dit d'ailleurs, du travail qui avait été mené. Donc voilà comment j'ai déjà, et je me suis présentée à vous. Voilà, je me souviens très très bien ce que je vous ai dit. Et vraiment, je suis rentrée dans mon collège, j'ai dit enfin des profs qui bossent, qui ont envie de faire des choses. Voilà. Et là, j'en reste vraiment convaincue. Après, l'idée c'est que c'est pas simple, parce que vous avez un vécu, vous avez une histoire. Alors là, justement, j'ai passé ma matinée à lire le livre de Ponce, et je comprends mieux certaines choses. Voilà. Et notamment ce qui s'est passé hier. Et voilà. Mais bon, après, on verra sur le long terme. Mais en tous les cas, la qualité des productions augurait du meilleur. Voilà.
Merci. Du côté des cordeaux, quelles étaient vos intentions? Est-ce que ces accueils sont préparés, pensés à l'avance? Est-ce que vous avez des attentes particulières avant de faire la connaissance de vos chefs d'établissement? Alors oui, bien entendu, l'arrivée d'un nouveau chef d'établissement dans un établissement comme le nôtre, dans un micro-lycée, c'est un moment c'est un vrai moment charnière de la vie d'un établissement. Où les enjeux sont très forts, beaucoup de choses se jouent à ce moment-là. On sait combien nos structures peuvent être fragiles et combien à chaque changement de chef d'établissement, de DAZEN, de recteur, il s'agit de tout rejouer en fait. On rejoue la partie à ce moment-là. Il faut de nouveau convaincre sur la pertinence du projet, sur sa qualité et sur les objectifs qu'on remplit. Donc oui, c'est un moment très important et c'est un moment qu'on prépare beaucoup en équipe. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, et ça va certainement parler à d'autres ESPI, nous on a commencé grâce à un père fondateur qui a monté la structure et qui, de par sa personne, son charisme, il était capable d'embarquer n'importe qui en quelques mots, en fait faisait garde-fou face c'est un peu négatif ce que je dis, mais face au chef d'établissement, face à l'institution en général. Et à cette époque-là, on ne réfléchissait pas du tout à l'accueil d'un nouveau chef d'établissement, il s'en occupait seul, et puis ça marchait très bien comme ça. Et quand ce père fondateur est parti à la retraite, c'est vrai que l'équipe, du coup, s'est mise à réfléchir vraiment à cet accueil. Et donc voilà, donc on a mis par écrit un ensemble d'éléments qui nous semblent fondamentaux. Donc les enjeux sont multiples au moment de l'accueil d'un chef d'établissement. D'une part, il y a la mise en confiance du chef d'établissement, donc on l'accueille dans notre structure. On fait un point sur l'histoire de la structure, c'est important. Il y a un déjà là qui existe, qui a préexisté l'arrivée du nouveau chef d'établissement. Mais on laisse aussi la place à un après à construire avec le nouveau chef d'établissement. Et puis ensuite, on insiste dès la première rencontre sur les fondamentaux, les parts d'autonomie sur lesquelles on ne peut pas revenir sans remettre en cause les fondements et le fonctionnement de la structure. Et donc ça, dès la première rencontre, on a un document. Donc nous, on l'a passé par écrit, encore une fois, suite au départ de notre fondateur, pour nous rassurer et puis pour pouvoir transmettre ça plus facilement. Mais voilà, on a un écrit qui pose les bases du fonctionnement de la structure. Alors c'est un document, on ne l'impose pas au chef d'établissement, on le donne toujours comme amendable, comme discutable, mais en tout cas, voilà, les choses sont écrites et on les donne dès la première rencontre avec le chef d'établissement. Alors, c'est vrai que de manière générale, du coup, on attend toujours, quand on a un nouveau chef d'établissement qui arrive, qu'il soutienne, qu'il protège et qu'il améliore avec sa petite touche le projet d'établissement et le fonctionnement collégial. Surtout qu'on a une dualité, puisqu'on est à la fois établissement innovant et EPLE aussi. Donc on a des problématiques de secteur avec l'IPS, la fragilité des familles, et en même temps des alignements dérogatoires, une adhésion variable des professeurs, dont certains sont là en poste à profil et d'autres qui viennent au gré du mouvement. Donc ça, c'est de manière générale. Et c'est vrai que dans ce cas particulier, on avait les 2 membres de direction qui partaient, ce qui rend une transition du coup plus complexe et une attente aussi plus forte de la part des équipes enseignantes. Et c'est vrai que pour le coup, quand on a été au séminaire de juillet et que Madame Nicolas s'est présentée à nous, on a quand même eu une attente vis-à-vis, enfin, elle nous a rassurés au sens où elle nous a dit qu'elle n'était pas là par le fruit du hasard et que voilà, c'était vraiment une demande de sa part d'être mutée dans cet établissement à projet spécifique et qu'elle allait travailler très dur du coup pour pouvoir, entre guillemets, voilà, arriver dans les meilleures dispositions possibles, tout en sachant qu'il y a un tas de projets et un tas d'éléments qui arrivent à la rentrée et qui sont des éléments sectoriels également en parallèle. L'idée, c'est de voir si vous avez une première série de questions sur comment on accueille, comment on se sent accueilli, et peut-être ce que ça déplace un peu sur le fonctionnement habituel, parce que c'est pas toujours les anciens qui accueillent les nouveaux. Souvent, il y a quelque chose qui se joue autour des positions dans l'institution, sur qui accueille qui, et là, on a un petit déplacement.
Oui, j'ai une question. Comment les professeurs qui ne sont pas engagés dans les projets spécifiques, s'il y en a plusieurs, en plus du micro-lycée, comment ils ont été associés à l'accueil? Ou est-ce que c'est seulement les structures, en somme dites, innovantes ou de la FESPI qui ont pris les devants? Enfin, moi, je peux donner ma... du côté du micro-lycée, non, on a fait un accueil spécifique micro-lycée, et donc les modalités que j'exposais précédemment sont propres à l'accueil micro-lycée. Donc pour ma part, j'ai été invitée aussi par d'autres équipes, voilà, donc je pense faciliter. Et puis j'avais également dans mon ancien établissement des enseignants qui travaillent aujourd'hui donc à Bonaparte, voilà. Et en fait, je pense qu'ils me connaissaient un petit peu. Alors bon, réputation, c'est peut-être un grand mot, mais bon, en tout cas, je pense qu'on me connaissait un petit peu. Et donc moi, par contre, on m'a demandé de prendre cet établissement parce que c'était pas forcément au tout départ, comme c'est un très très gros lycée, je me disais, je ne peux pas demander un si gros lycée, hein, donc voilà, donc on m'a un petit peu incité à demander cet établissement. Et donc effectivement, c'est un public qui, alors évidemment, pour Paris, il y a beaucoup plus défavorisé, mais c'est le lycée le plus défavorisé, le lycée général et technologique du Var, et donc avec effectivement un accueil de plus de 1000, enfin entre 1750 1800 élèves, et avec effectivement beaucoup d'élèves issus du REP, REP+, et comme je venais du lycée professionnel le plus défavorisé du Var aussi, je suis une ancienne CPE, donc je suis évidemment ancrée déjà dans ces problématiques-là, donc je pense que mon profil, entre guillemets, était déjà perceptible par, on va dire, la hiérarchie. Donc, mais effectivement, j'ai été aussi invitée à l'occasion par d'autres équipes du lycée Bonaparte. Je ne sais pas, ça vous de répondre. Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'accueil à la rentrée, alors c'est fait en plusieurs temps. Alors moi, je suis co-lycée, du coup, je ne suis pas au micro-lycée. Donc, il y a eu plusieurs moments. Donc, les coordinateurs, donc nous, on a une coordination tournante sur l'année, et puis par période, on y reviendra peut-être ultérieurement. Mais du coup, les coordinateurs de la première période, voilà, présentent les divers projets, les échéances d'année à la direction, et les premiers échanges se suivent au niveau de la pré-rentrée. Et puis, il y a également le conseil pédagogique qui permet également de lever d'autres implicites ou d'autres états de fonctionnement qui nous semblent normaux, mais qui, c'est vrai qu'en arrivant de l'extérieur, sont nouveaux pour le personnel de direction. Oui, dans un premier temps, il faut appréhender tous les dispositifs. C'est pas simple. Mais, et c'est surtout, en fait, au-delà des dispositifs, moi j'avoue que c'est en fait leur fonctionnement, leur interfonctionnement, si vous voulez. Des fois, j'avais l'impression que vous me parliez de la même chose. Et il a fallu vraiment que vous avez travaillé dur, je ne sais pas, mais en tous les cas, il a fallu que vraiment que je mette en perspective, parce que je posais des questions et j'avais l'impression d'avoir toujours les mêmes réponses. Et après, j'ai compris que non, c'était pas tout à fait la même chose, enfin, c'était pas du tout la même chose. Mais vraiment, dans un premier temps, j'avais l'impression d'avoir toujours les mêmes réponses. Je parlais Amy, vous me disiez oui, on fait ça là, on fait ça là. Bah oui, mais finalement, qui travaille vraiment? Et ça, pour moi, au départ, c'était compliqué. Vraiment, c'était compliqué. Maintenant, je crois que c'est plus clair. Ça devient plus clair. Voilà. Bonjour. Moi, je souhaitais poser une question par rapport à comment vous faites, ou comment vous avez fait, ou comment vous avez réfléchi à l'autonomie, finalement, des équipes. Parce que c'est vrai que la plupart des ESPI ont des modes de fonctionnement qui sont relativement autonomes par rapport à des structures classiques. Et donc, cette autonomie, je pense que dans vos autres établissements, elle n'était peut-être pas aussi forte. Et comment on se positionne par rapport à ce mode de fonctionnement spécifique, alors que vos expériences précédentes ne vous ont pas forcément amené à avoir cette expérience-là, et que ce n'est pas forcément quelque chose qui vous a non plus été présenté par les instances académiques lors de votre mobilité. Je pense que c'est quelque chose qui doit faire réfléchir quand on arrive, qui ne doit pas être évident. Et je me demandais justement quelle est votre
Comment vous avez fait avec ça? Comment vous êtes positionné? Et quelles sont les questions éventuellement que ça continue à vous poser? Alors en fait, me concernant, je vise l'autonomie des équipes et donc partout où je suis passée, c'est vraiment quelque chose de très moteur dans ma personnalité. Donc ça ne me dérange pas, au contraire. Alors puisqu'on parle de pilotage, moi c'est même un levier pour montrer aux autres si c'est possible, donc au lycée des possibles, ça peut l'être donc ailleurs. Et donc effectivement, je pense que les métiers que nous exerçons, chacun à notre niveau, c'est bien de travailler sur l'autonomie de l'élève, l'autonomie de l'enfant, pour que voilà, à terme, il soit en capacité de choisir, de s'intégrer, etc. Et donc moi, je vise ça à travers mon pilotage, mon management au quotidien. Et donc, je suis pour les prises d'initiative, le pas de côté, le grain de folie. Étonnez-moi, mais vraiment, enfin, c'est fait vraiment. Donc, pour moi, c'est une rencontre. Donc, autant dire que moi, je suis très heureuse quand on me présente le projet. Je me suis dit, waouh. Donc, moi, j'ai pas eu d'effort à le faire, et j'ai envie de dire, continuez. Même ne me dites pas, enfin, surprenez-moi. Et non, mais vraiment, c'est comme ça. Et donc, effectivement, moi, je suis très heureuse quand effectivement on me présente quelque chose qui n'est pas décidé, pensé comme l'institution l'attend ou le voudrait, parce que de toute façon, à un moment donné, c'est pas grave, on va réussir à rendre les choses conformes, parce que bon, on n'est pas, voilà, enfin, je pense qu'on a une intelligence collective aussi, et en fait, tout le monde sait que c'est cette part-là qui va faire que ça, on va avancer plus vite, ou qu'on va chercher, voilà, des idées auxquelles on n'a pas justement nous-mêmes pensé. Enfin, je veux dire, on n'est pas à la toute puissance. Enfin, moi, je me sens au service, pas à celle qui pense et qui fait descendre. Enfin voilà, c'est modestement, je suis plus, on va dire, un rouage dans un rouage. Voilà ma vision à moi. J'ai envie de dire, c'est encore difficile de répondre à votre question complètement. Ça fait que 6 semaines, 7 semaines. C'est peu pour avoir un recul suffisant. Honnêtement, il n'y a pas de raison de ne pas faire confiance quand on arrive. On est obligé de faire confiance. On n'a pas le choix. Et il n'y a pas de raison, il n'y a pas de défiance. Pourquoi il y aurait une défiance vis-à-vis des équipes? Il y a cette belle thèse là sur comment fonctionne un orchestre. Nous, on est un peu un chef d'orchestre, si vous voulez, quoi. Donc là, on prend. Moi, j'avoue que j'ai commencé à vraiment comprendre cette autonomie, etc., quand j'ai remonté les VS des professeurs. Parce que là, j'ai compris aussi comment vous aviez réparti les moyens, pourquoi, enfin, parce que j'ai posé des questions aussi, hein, ça ils peuvent vous dire. Hein. Je ne comprenais pas les VS, je ne comprenais pas. Voilà, je suis allée les chercher, les coordos, etc. Et là, vous commencez à comprendre justement, à mettre le doigt sur comment ça marche. Parce qu'il n'y a pas que quoi qui marche, comment ça marche aussi. Et je rejoins aussi sur la conformité. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas de raison de ne pas laisser les choses se faire. Encore faut-il quand même qu'il y ait une certaine conformité à ce qu'on on doit remonter aussi. Voilà. Et ça, c'est les 2 axes dans un premier temps. Après, sur cette autonomie, de toute manière, elle va être rediscutée, j'imagine, dans une certaine mesure en fonction de l'enveloppe qu'on aura, etc. Mais de toute manière, le projet marche et il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas tout pour qu'il continue à marcher. Voilà. Mais moi, j'ai un peu de réserve sur les réponses que je peux vous apporter, parce que je trouve que je manque un peu encore de recul. Voilà. Bonjour, merci pour les témoignages que vous donnez, c'est très intéressant. Moi, je vais peut-être poser une question assez concrète. Du coup, forcément, un micro-lycée a une certaine autonomie, mais on doit aussi travailler, enfin bien sûr, on doit travailler avec l'administration parce que vous avez la main finalement sur certaines décisions et c'est bien normal. J'ai constaté que l'administration pouvait avoir le sentiment, bon, en tout cas l'administration avec laquelle je travaille, et ça se passe très bien, je tiens à le préciser, l'administration avec laquelle je travaille a le sentiment voilà, d'avoir beaucoup d'efforts à fournir pour très peu d'élèves. Dans le sens où, alors je précise, dans le sens où du coup c'est forcément compliqué de se dire qu'on gère un établissement de 2000 personnes en fournissant les heures, et le micro-lycée est perçu parfois peut-être comme une annexe pour laquelle il faut redoubler d'efforts encore plus pour en fait 90 personnes.
Et du coup, il y a un peu ce paradoxe où on aimerait bien faciliter les choses avec l'administration, et en fait la grande question c'est comment faire pour qu'ils n'aient pas ce ressenti-là, pour que ça se passe le mieux possible, parce que c'est l'objectif final évidemment. Je ne sais pas si j'ai été bien clair. Alors là, pour ma part, moi, je vais me raccrocher aux valeurs. C'est-à-dire que le système éducatif, il repose quand même sur des grands principes qui sont ceux de la République. Et tout notre système, il est pensé aussi sur la fraternité. Et donc, je pense qu'à un moment donné, oui, il faut peut-être sortir du côté concret et ramener les gens à des valeurs, à une philosophie, et on est censé incarner ça. Donc oui, on a vocation à ne laisser personne sur le bord du chemin. Donc oui, on doit faire des efforts, mais c'est l'effort qu'on doit faire dans d'autres ministères, la justice, l'école, la santé. Et pour moi, ça, c'est les principes fondateurs. Et donc, je n'ai pas eu encore, on va dire, à soumettre, on va dire, ce principe à des collègues, parce que voilà, j'arrive et personne ne m'en a fait de reproches. Mais demain, on viendrait me chercher sur cet argument, je le défendrai. Je le défendrai parce qu'effectivement, je pense qu'un jeune, il est mieux à l'école que dans la rue, il est mieux à l'école que de penser que dans 10 ans, il sera en prison. Donc oui, ce sont mes valeurs et ce sont celles que je défendrai et que je pense les micro-lycées, le dispositif défendent, incarnent. Et donc là, j'exercerai une fonction plus politique et je serai prête à y aller. Concrètement, c'est quand même souvent des élèves qui ont eu moins et que pour une fois on leur donne un peu plus. Je vois pas où est le problème, quoi. Donc j'ai pas l'impression alors parce que je dois avoir des cordeaux formidables sans doute, hein, moi j'ai pas l'impression que ça me demande plus. Enfin, la réunion de lundi, je les regarde, je sais pas s'ils sont là. Si, voilà, ils sont là. La réunion de lundi, elle est bien préparée. J'ai l'objectif. Et puis, il y a des urgences, on se voit. Mais c'est pareil pour les autres. Enfin, il n'y a pas de... Enfin, moi, je ne le vois pas comme un plus. Je le vois effectivement comme des élèves qui ont des besoins et auxquels il faut qu'on réponde autant que faire se peut. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question et à leurs besoins. Voilà. Oui, peut-être, ma pensée évolue avec l'expression de ma collègue. C'est aussi pas forcément effectivement faire plus, mais c'est faire différent. Et donc effectivement, je pense que on est dans un cadre où on est vraiment très formé, on a des attentes, etc. Et c'est ce pas de côté que vous exercez vous déjà depuis longtemps et qui est déjà une forme de preuve. Hein, je veux dire, vous êtes déjà dans une approche scientifique, observée, etc. Et ça fonctionne. Donc après, c'est plus à nous aussi de montrer aux autres que justement, on est en train de fabriquer de la réussite plutôt que, au contraire, un système qui fabrique du décrochage. Donc je pense qu'on peut inverser aussi la tendance et avoir... évidemment, il y a plusieurs arguments qui pourraient nous venir comme ça, mais en tous les cas, moi j'ai envie de dire que le système dans lequel on vit aujourd'hui, il montre qu'il ne fonctionne pas. Donc essayons autre chose. Et cette autre chose, vous l'incarnez a priori. Et effectivement, moi j'arrive dans un lycée où les élèves ont tous eu leur bac, bac préparé en 1 an, 100% de réussite. Mes collègues en face des autres bacs ne peuvent pas le dire. Donc j'ai envie de dire que en dénonçant quelque chose, j'ai envie de dire ici la branche sur laquelle il serait assis. Donc, mais bon, je n'ai pas eu encore cette discussion et peut-être qu'elle n'arrivera pas. Je vais essayer. Merci Audrey sur la question de l'autonomie et puis merci sur cette question du temps particulier. Ça nous emmène au deuxième temps sur les modalités concrètes. Bien sûr, quand il y a plus d'autonomie, il y a d'abord un temps pour en parler, pour savoir on est autonome sur quoi et comment est-ce que on partage finalement des sujets de discussion. De quoi parlez-vous quand vous vous réunissez ? Est-ce que vous prenez des décisions ensemble ? Est-ce que vous êtes dans du partage d'informations ?
Est-ce que vous êtes dans des demandes très administratives qu'il va falloir régler parce que ces jeunes qui ont des parcours très, très chaotiques ne sont pas inscrits au bac et ça ne marche pas? Donc comment allons-nous faire pour traiter le problème? Est-ce que c'est des choses très organisationnelles qui vous réunissent? Est-ce que vous avez le temps de prendre un peu de recul lorsque vous réunissez vos coordos? Bref, comment ça se passe, mesdames? J'ai envie de dire que là, pour le coup, à Germaine-Tillon, il y a deux sujets. Il y a le micro-lycée, je parle sous leur contrôle. Effectivement, l'aspect organisationnel prend beaucoup de temps. Les inscriptions au bac, ça a été beaucoup d'objets de réunions. Et là aussi, les cas particuliers des élèves qui peuvent être en grande difficulté obligent à connaître qui mobiliser pour résoudre des problèmes qui souvent dépassent le pédagogique. Voilà. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, mais bon, on est là pour ça et il n'y a pas de souci. Et les gens qu'on mobilise, ils ne sont pas toujours très réactifs, mais on fait tout ce qu'on peut pour que ça marche, avec des jeunes qui peuvent être en grande souffrance. Pour le PLE, enfin pour le lycée Germaine-Tillon, c'est différent. C'est différent parce que là, on va être plus sur les sujets de concertation, généralement. On va pouvoir échanger plus sur le pédagogique, sur les problématiques de vie scolaire ou les problématiques. J'ai envie de dire, c'est vraiment, c'est pas du tout les mêmes sujets qui sont abordés dans un cas et dans l'autre. Sur le pédagogique en micro-lycée, je n'ai pas abordé, je ne crois pas avoir abordé le sujet encore. Voilà, il m'a été remonté des demandes auxquelles généralement j'ai dit oui, mais beaucoup plus avec les coordos de PLE. Voilà. Alors, partage de responsabilité. Alors, moi, c'est vrai que je le dis très souvent aux collègues, je dis, mais qu'est-ce que je peux vous apporter? Parce que vous êtes déjà tellement aboutis. Je ressens plus ma place inutile à leur côté, parce que je suis très admirative de ce qu'ils font. Mais bon, voilà, ils sont sympathiques. Ils me disent, mais si, Madame Blo, vous allez voir, vous allez nous aider. D'accord. Donc, en fait, vous voyez, c'est l'inverse qui se passe, ils me rassurent. En fait, donc j'ai trouvé voilà, ma petite place, j'ai été une petite souris là, en fait. Donc, ils ont pris l'initiative et je suis vraiment très, très fière de ce qu'ils ont conduit. C'est effectivement de conduire des débats, donc 3 dans l'année, autour d'un fil rouge, bon, que vous connaissez, parce que je crois que c'est le thème qui a été un thème que vous avez évoqué l'année dernière en assemblée, sur la sanction, la punition. Enfin, en tout cas, ils ont décidé de réfléchir collectivement à ce sujet. Et donc, évidemment, c'était vous, Madame Blo, si on veut que à ces conférences, voilà, on ne soit pas qu'entre nous, comment vous vous positionnez pour faire en sorte que c'est une après-midi, il y a des cours, voilà, comment est-ce qu'on va faire? On va libérer les collègues. Et donc, mais vous êtes sûr? Ah oui, là, on prend un projet, on le prend aussi avec ce qui pourrait peut-être déplaire. Donc en tous les cas, ça a été le début pour voilà, montrer concrètement, enfin pour moi en tout cas, je me suis sentie utile déjà à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai levé, on va dire, l'inquiétude, le fait de mettre en tension des enseignants qui auraient peut-être voulu y aller mais qui n'auraient pas osé me demander, etc. Donc je dis non, c'est porte ouverte, voilà, ils veulent venir, ils y vont. Là, plus récemment, donc, nous avons échangé effectivement mardi soir sur l'idée perspective d'ouvrir ou pas le lycée à d'autres jeunes, puisqu'il y a une forte pression donc, sur l'établissement. Et donc, effectivement, dès le lendemain matin, j'avais déjà des retours pour avoir en fait une visio qu'on va voir lundi, une visite également de la référente académique donc, dans notre établissement. Pour les moyens DG, puisque donc faut y aller, donc j'ai dit non, janvier c'est trop tard, donc là début décembre c'est la DAAZEN qui vient pour évoquer tout ça. Donc voilà comment le partage de responsabilité, je le mesure à l'échelle du pilotage, c'est-à-dire que là je vais vraiment être, on va dire, à l'interface entre cette administration dans laquelle je ne me reconnais pas. Je ne me dis pas moi administrative, je me dis direction.
parce que je n'ai pas passé de concours justement administratif. Et donc cette dimension de direction, pour moi, elle est justement sur un ancrage aussi de terrain. En fait, on fait un grand écart entre le terrain, l'opérationnel, la pensée, voilà. Et donc voilà quelle occasion depuis quelques semaines que je suis présente, j'ai pu où je me suis sentie en partage de responsabilité. Alors peut-être Monsieur Libert peut dire oui ou non, je ne sais pas. Avant de te laisser répondre, je rajoute une sous-question, Anthony. Vous avez l'habitude des concertations en équipe, sans la présence systématique des chefs d'établissement. Donc, deuxième partie de la question, comment vous articulez aussi ces concertations en équipe avec les temps de travail avec vos chefs d'établissement? Bon, la première chose, c'est qu'on est en demande d'autonomie, on est bien conscient que c'est pas une carte blanche qui nous est donnée et qu'on fait pas n'importe quoi, et que la responsabilité juridique, notamment de ce qui se passe au sein de notre structure, appartient encore au chef d'établissement, et que de fait, ce qui se décide au moment de nos réunions d'équipe, ce qui se fait dans la structure, les jeunes qu'on recrute, etc., tout ça, les rencontres avec le chef d'établissement, qui sont à minima une fois par mois, sont l'occasion de rendre compte quand même de tout ce qui se passe dans la structure. Donc ça, c'est la première chose. Les coordos rendent compte du fonctionnement de la structure à ce moment-là au chef d'établissement. Donc voilà. Ensuite, on peut être amené à rencontrer dans des moments moins institutionnalisés un chef d'établissement. Bon, ça arrive très souvent d'ailleurs. Alors ça peut être plus ou moins compliqué en fonction du chef d'établissement, qui sont plus ou moins disponibles ou plus ou moins ouverts comme ça à la rencontre spontanée. Bon, avec Madame Blo, du coup, ça se passe très bien puisque son bureau est toujours ouvert, donc on y va, on parle. Ça va être toujours plein de monde. Donc ça, c'est un avantage parce qu'on a aussi passé par des chefs avec qui c'était beaucoup plus compliqué et donc les choses étaient moins fluides. Mais voilà, quand on a des demandes de contact, des demandes de moyens, des demandes d'organisation d'un événement au niveau du lycée support, on passe voir la chef d'établissement et c'est dans son bureau que cela se passe. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je ne suis pas sûr de l'avoir compris de toute façon. C'est très bien. Alors nous, en fait, on a des coordinations tournantes. Donc en fait, à chaque période, en fait, on a 2 coordinateurs qui se réunissent hebdomadairement avec la direction pour décider des concertations à venir, de leur ordre du jour, et faire aussi le compte rendu des concertations précédentes, voir un peu ce qui s'y est dit, ce qui reste en suspens, les points à transmettre au chef d'établissement qui est le garant auprès de l'institution de nos demandes pour les projets, etc. Et puis voilà, on aborde aussi un tas de sujets qui sont à la fois communs à tous les EPLE, donc le plan local d'évaluation avec notre charte de l'évaluation qui elle, pour le coup, est aussi grandement reliée à notre caractère innovant. Et puis, on a aussi des concertations où nos chefs d'établissement sont présents. Donc, par exemple, comme hier, pour la venue de la Cardi, dans le cadre de la perpétuation du projet qu'on veut du projet innovant qu'on veut sur le long terme. En tout cas, voilà, tout ce qui est en rapport avec le soutien institutionnel ou nos demandes dans plusieurs sens, que ce soit avec la Cardi ou, par exemple, l'Académie des sciences sur ces dernières années. Vous voulez poser la question devant tout le monde ou sur le plan local d'évaluation? Quand vous parlez du plan local de l'évaluation, c'est les évaluations nationales des établissements scolaires ou c'est propre au... Non, c'est parce qu'on a c'était une commande de notre recteur via les DAZEN. Ah, pardon. C'était une commande du recteur via les DAZEN sur effectivement tous les établissements du 93, voire je sais pas. En tous les cas, devait en fait rédiger un plan local d'évaluation. Mais je crois que c'est national. Hein. C'est les établissements scolaires, c'est pas propre au dispositif. Ah non. Mais il se trouve qu'à Germaine-Tillon, il y avait déjà une charte de l'évaluation. Donc les collègues sont repartis,
vous êtes reparti de la charte de l'évaluation et quelque part, vous l'avez un petit peu mise au goût du jour, j'ai envie de dire, adapté aussi aux nouvelles évaluations, voilà. Non, oui, c'est ça. Oui, c'est très fort. Mais non, ça a été rédigé, concertation. Merci. Est-ce que... Alors, déjà une petite remarque sur finalement peut-être ce qui est innovant, c'est-à-dire on fait des choses et puis la loi change et finalement le caractère innovant c'est de s'adapter à la loi qui arrive et puis de faire en sorte que ça rentre dans les cases. Donc c'est assez intéressant de l'avoir en tête. Et sinon est-ce que vous avez des questions sur comment concrètement on travaille ensemble ? Merci. Oui, une interrogation sur un peu l'idée que l'aspect organisationnel prend beaucoup de temps au micro-lycée, par exemple. Ça m'interpelle parce que je crois que dans les points communs que partagent nos établissements au sein de la FESPI, il y a cette idée justement que, en fait, il n'y a pas de séparation entre l'organisationnel et le pédagogique. Parce que dès qu'on est en train de traiter de la question de l'accueil des élèves, en fait, on est déjà dans du pédagogique, quoi. Donc c'est vrai que je crois que c'est quelque chose qui me parle pas trop, cette idée de l'organisation prend trop de temps. Voilà, si jamais ça suscite des réactions chez vous. Ça dépend ce qu'on met derrière organisationnel. Voilà. Tout dépend ce que vous mettez derrière organisationnel. L'idée, c'est le bien-être de l'élève, ce qui soit le mieux accueilli, le mieux accompagné, etc. Quand je parle d'organisationnel, c'est que ça va demander effectivement de faire recours à des organisations, si vous voulez, qui des fois me dépassent. C'est tout. Peut-être pour rebondir sur cette notion, moi je suis dans une structure où nous n'avons pas de chef d'établissement, nous faisons tout. Enfin, voilà. Et en fait, cette question-là de comment on répartit les choses et comment on répartit dans la concertation le pédagogique, l'institutionnel, l'organisationnel, fait qu'à un moment donné, il a fallu se poser la question de comment on découpait la concerte. Et du coup, comment elle se partageait entre-temps où tout le monde est là, entre-temps où il n'y a que des petits morceaux de l'équipe qui sont là. Non, tout le monde est là, mais on ne travaille pas forcément tous sur la même chose. Pour moi, ça se décline dans la manière dont on va organiser les choses et les concertations et la manière dont ça peut se passer. Peut-être pour dire autrement, une des préoccupations des collègues qui travaillent dans les établissements un peu innovants, on va le dire vite, c'est de mettre fin à la séparation très forte entre les métiers, la vie scolaire d'un côté, l'administratif de l'autre, le pilotage de l'autre, les enseignants de l'autre. Bref, on essaie de mettre du lien dans tout ça. Donc c'est peut-être ça le sens de ta remarque, Juliette, c'est comment est-ce qu'on met du lien pour que tout ça devienne évident et comment est-ce qu'on apprend à repousser un peu des limitations ordinaires que l'on a de nos positions, de nos places, et qu'on n'est pas enfermé dans des statuts, mais qu'on s'autorise à aller faire des petites choses supplémentaires pour faciliter justement le travail ensemble. C'est notre quotidien en tant que chef d'établissement. J'ai pas l'impression de... je fais tout ça toujours en même temps. Et jamais au moment où j'ai pensé que je le ferais. Voilà, c'est quand la porte s'ouvre et que voilà, il faut régler ça. Et effectivement, et tout un peu dans tout en fait. Un élève, si votre élève, je vois pas d'exemple, mais il y en a un quand même, tout à coup il a décidé de changer de langue, d'accord, c'est parce que c'est mieux pour sa réussite. Et ben si ça passe par une organisation, il va falloir que je contacte le SIEC, voilà. Et mais si c'est pour son bien, enfin c'est pour sa réussite surtout, ben, on va mettre tout en place pour que ça fonctionne. Et oui, ben, il va falloir que j'aille dans le secrétariat d'à côté, il faut que j'appelle monsieur machin parce que on est hors délai. Enfin bon, je vous passe mon quotidien, mais c'est ça. Mais c'est pas grave, on le fait. Parce que c'est, au bout du compte, de toute manière, alors au-delà du pilotage, du machin, du bidule, on est là pour qu'ils réussissent. Point.
et donc on fera tout pour que ça marche. Alors, des fois, peut-être qu'on répond un peu vite, voilà, mais on va tout mettre en place pour que ça marche. Et puis, mais derrière, effectivement, il faut appeler des fois le DAZN, il faut appeler, voilà. Et ces gens-là, ils n'ont pas tout à fait les mêmes temps d'action que nous. Et on aimerait bien peut-être qu'ils réagissent plus vite. Mais il faut faire avec, parce qu'il faut garder leur confiance, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous aussi, mais on a besoin d'eux surtout. Et donc, des fois, effectivement, nous, en tant que chef d'établissement, on est cette interface-là aussi. J'aime pas le terme de garant. Quelqu'un a dit garant. Qu'on était garant. Je ne sais plus qui a dit, peu importe. Moi, je suis pas garant. Je me sens pas. Dans le garant, il y a un petit peu un côté patriarcal. Je sais pas, le côté qui tutélaire. Moi, je suis pas une garantie pour mes professeurs. Je me le vois pas comme ça en tous les cas. Voilà. Oui, allez-y. Donc pour faire écho à la remarque d'Olivier sur l'adhésion de la communauté pédagogique plus générale que simplement la communauté enseignante, c'est vrai que ça fait partie du projet innovant en tant que tel, que ce soit en tout cas si je prends l'exemple du lycée, puisque je suis qu'au lycée, mais la participation des CPE aux concertations, des AED, que ce soit au dispositif de tutorat, dans le travail avec le Léa prochainement, que ce soit également l'intervention des différents personnels médico-sociaux dans les dispositifs et également les AESH dans certaines concertations. C'est vrai que du coup, c'est vraiment une prise en charge globale qui se fait à la fois en collaboration, en collectif, pour pouvoir continuer à évoluer dans l'innovation et à s'adapter aux différentes contraintes institutionnelles, budgétaires, etc. et puis aux différentes réformes qui font qu'on a aussi de nombreux enjeux à la fois locaux et à la fois nationaux qui se font à chaque jour. Est-ce que, lié à ça, du coup, vous avez... pardon, je suis là. Est-ce que vous considérez différemment vos adjoints des structures classiques, des coordonnateurs des structures plus expérimentales, quand vous avez les deux? Dans certaines ESPI, c'est le cas. Donc, est-ce que vous vous permettez de dire les mêmes choses à vos coordos et à vos adjoints? Est-ce qu'il y a du secret professionnel dans un certain cas? Est-ce que vous considérez de la même manière l'ensemble de vos équipes? Je réfléchis. Situation. De toute manière, Monsieur Roman, mon adjoint, est toujours avec moi. Lorsque je reçois les coordos, parce que j'estime qu'il est copilote à plein terme. On a passé le même concours, il fait la même chose. Donc, quand j'ai les coordos, j'ai l'adjoint avec moi et vice versa. Surtout que je sais qu'à partir de janvier, je vais peut-être être souvent pas très là, pas tout à fait là. Donc non, il faut qu'ils sachent tout. Voilà. Non. Eh bien, quoi dire, disons que le lycée est tellement important et donc c'est comme je disais, un lycée 1800 élèves et un seul adjoint. Donc du coup, c'est compliqué d'être partout, mais bon, il est au courant de tout. C'est-à-dire que même les collègues vont dans mon bureau, vont dans le sien. C'est un partage d'informations. Je vais pas cloisonner non plus la direction. Voilà, c'est un personnel de direction, point. Et je pense que les collègues vont là où la porte est ouverte. En tous les cas, je mets pas de hiérarchie où je vais pas mettre mon ego en mode survie, mince, ils sont pas venus me voir. Donc non, l'idée c'est d'être dans la fluidité, de faire en sorte que ça file. Disons que oui, il faut qu'on incarne ça en fait. Après, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais bon, moi, c'est une petite structure en fait. C'est 24, c'est une classe parmi tant d'autres. Donc, je pense que la question est plus pertinente pour ma collègue. Les adjoints chefs d'établissement? Alors, très sincèrement, je ne me suis pas du tout posé la question.
En fait, moi, j'ai pas forcément une entrée dans mon quotidien, dans ce type de réflexion, métier, statut. Je repense à l'accueil que nous avions fait justement des nouveaux professeurs. Et donc, dans ce lot de nouveaux professeurs, le jour de la pré-rentrée, il y avait stagiaires, alors je vais dire contractuels, et puis TZR, etc. Et la personne s'est présentée en disant bonjour, je suis contractuelle. Alors, moi, j'ai laissé se présenter parce que je voulais pas lui couper la parole, mais j'ai dit mais madame, mais moi, vous savoir que vous êtes contractuelle, ça m'importe peu, vous êtes professeur. Et donc pour moi, je vais pas forcément avoir un filtre à ce niveau-là. J'ai pas envie d'en avoir non plus, mais peut-être qu'il faudrait que j'en ai un, je sais pas. Mais en tout cas, je n'en ai pas là aujourd'hui. Moi, j'ai envie de retourner à la question, si je puis me permettre. Les corps d'eau ont-ils envie de se voir comme des personnels de direction adjoints ? Je suis pas sûre, parce que ils vont. Voilà, moi je retourne la question là pour le coup. C'est un peu facile, mais est-ce que ça m'intéresse aussi ? Pour le dire autrement, comme je suis un ancien, un ex, j'avais une chef d'établissement il y a très longtemps qui en avait marre d'essayer d'expliquer à quoi servaient les coordinateurs. C'était un peu fatigant. Donc au bout d'un moment, elle a commencé à dire bon, c'est un peu comme mon adjoint. Et en fait, ça lui faisait gagner beaucoup de temps. Elle n'était pas obligée d'expliquer systématiquement quelle était la spécificité du projet, la spécificité de la fonction du coordinateur ou des coordinateurs. Et donc, moi j'entends un peu ça à travers ta question. Et donc, je vous renvoie aussi la question. Est-ce que, en tant que coordinateur, vous avez l'impression d'exercer presque un métier spécifique, ou est-ce que c'est juste une mission que vous occupez ? Alors, déjà, pour répondre à la question, non, on ne se sent pas du tout comme un personnel de direction adjoint, et en effet, ce n'est pas notre vocation. Pour le coup, toutes les missions de coordination au lycée Germaine-Tillon sont en général encadrées par des fiches de poste assez bien fournies et explicatives qui nous permettent de dessiner les contours de la mission, alors qu'ils sont en fait également décidés en fin d'année en séminaire, où en fait on accueille un petit peu tout le monde et en fait on réexplique et on explique un petit peu l'enjeu de chaque mission. Et non, pour le coup, la mission de coordinateur pédagogique, c'est une mission de pilotage et d'interaction entre la direction et l'ensemble de la communauté pédagogique, mais on ne se sent pas investi d'un pouvoir particulier ou d'une fonction particulière à plein temps. C'est vraiment une des facettes de notre métier au quotidien, de faire partie de ce rouage et de faire la courroie de transmission des informations et de participer à l'animation des différentes concertations notamment. Oui, dans la même veine, non, bien sûr, absolument pas. D'une part, déjà, il n'y a aucun rapport hiérarchique entre les coordonnées de la structure et les collègues qui travaillent dans la structure, ce qui n'est pas le cas entre nous et nos chefs. Et puis, d'autre part, les missions ne sont pas du tout les mêmes. Nous, Cordo, on est identifiés pour représenter, en tout cas c'est les missions dans notre structure, mais représenter la structure envers nos chefs d'établissement et notre hiérarchie académique, et puis ensuite organiser organiser la réflexion en équipe au sein de la structure et les différents dispositifs au sein de la structure. Voilà, ça s'arrête là. Donc non, bien sûr, ça n'a rien à voir avec les missions d'un adjoint ou d'un chef d'établissement, absolument rien à voir. J'ajouterais également que lorsqu'il y a des projets d'envergure où plusieurs solutions se dessinent, le rôle des coordinateurs est notamment de transmettre à la direction les différentes propositions qui ont émergé dans les concertations, et c'est la direction qui tranche. Donc nous, on n'est pas là pour trancher en tant que coordinateur. Donc on a bien un distinguo là-dessus sur la fonction notamment de trancher sur ce type de décision. Oui, André. Merci. C'est juste qu'en vous écoutant, je repensais à la période 2013-2017 où a existé auprès du ministre de l'Éducation nationale un conseil qui s'appelait le Conseil de l'innovation pour la réussite éducative. Le conseil,
Et donc plusieurs personnes qui sont là ont siégé dans ce conseil, dont moi. Et on a proposé au ministère, je vous dis tout de suite que cette proposition est au fond d'un tiroir, elle n'est jamais sortie, même s'il a été publié sur le site du ministère, personne ne la connaît. On a dit qu'il fallait que tout futur membre de l'Éducation nationale, professeur ou éventuellement chef d'établissement, fasse un stage dans un établissement alternatif pour montrer que c'est possible de faire autrement. C'est pour souligner ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, c'est tout. Je pense que parfois, sans aller faire le stage, on peut faire son propre stage aussi, de voir quels sont nos propres parcours. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous issus, nés dans les milieux, etc. Donc s'observer déjà soi-même, justement, prendre du recul et d'être dans cette analyse permet déjà d'identifier justement les nombres pas de côté. Enfin, moi, je viens pas d'un milieu favorisé, bien au contraire, et je me dis, voilà, avec le recul, ce qui a pu fonctionner pour moi avec ce chemin-là peut peut-être fonctionner pour un autre. Et puis après, c'est pareil, c'est dans l'éducation. Bon, faut revenir à des petits, comment dirais-je, à des petits proverbes. Tous les chemins mènent à Rome. Tout cela passe par, enfin, tous les chemins mènent à Paris. Donc, on peut passer par Bordeaux, par Lyon, à pied, en voiture, en train. Donc, pour moi, il n'y a rien de prescrit. Et donc, effectivement, c'est ce que l'on va se mettre, nous, dans notre tête en tant que chef d'établissement, qui va aussi, je veux dire, donner de l'ouverture. Et en tous les cas, voilà, moi, alors, je l'ai en conscience. Hein, après, je vais pas aller raconter ça à mes professeurs. Mais bon, du coup, quand ils me parlent, pour moi, c'est évident, c'est normal. Il n'y a pas à me convaincre. 10 minutes encore, à peu près. Donc le dernier temps, sur une question dont on a parlé dans l'atelier dans lequel j'étais ce matin, mais qui traverse les établissements de la FESPI depuis très longtemps, les projets innovants, expérimentaux, alternatifs se créent. En général, il y a une première phase d'enthousiasme généralisé, tout le monde trouve ça formidable, ça vaut la peine d'essayer, et puis il y a un temps de maturité, et puis après on s'inquiète. Il y a un nouveau DAZEN, il y a un nouveau recteur, il y a un nouveau chef d'établissement, et donc une des responsabilités qui nous incombe dans les équipes, c'est souvent celle de la transmission. Il faut que ce projet continue à exister au-delà de nous, et donc ça fait partie des choses sur lesquelles on se sent responsable quand on est enseignant dans ces structures-là. Et donc le dernier temps, il est de voir si vous sentez un peu le poids de cette responsabilité. Est-ce que cette responsabilité est partagée? Et du coup, cette fois-ci, je commence par les deux coordos. Est-ce que c'est finalement une attente aussi que vous avez auprès de vos chefs d'établissement que de vous aider à faire perdurer vos projets? Alors oui, du coup, c'est une des premières attentes, hein, le soutien, la protection et puis l'évolution du projet à chaque fois qu'un membre de la direction arrive, d'autant qu'il y a beaucoup de phases dans ces projets innovants qu'on est, nous, actuellement, dans une phase où ça fait une dizaine d'années qu'il est en place et où il y a beaucoup d'enjeux sur la continuation de ce projet, de par des contraintes institutionnelles, juridiques, structurelles, et puis par rapport à ce qui se passe également dans le milieu général de l'éducation nationale. Donc oui, on a une attente à la fois forte et puis qui devient de plus en plus forte au cours du temps, à fur et à mesure que qu'on est aussi au gré des différentes contraintes qui s'imposent à nous. Oui, bien sûr, également. C'est une réelle attente de notre part envers notre chef d'établissement. Et donc là, il y a plusieurs niveaux d'attente, en fait. Il y a un premier niveau d'attente qu'ils permettent à la structure de fonctionner comme elle fonctionnait avant. C'est déjà un premier niveau, à savoir conserver donc, ce qu'on disait tout à l'heure, les parts d'autonomie fondamentales au fonctionnement de la structure et assurer la pérennité de la structure à travers les moyens, par exemple, les moyens horaires, les moyens en termes de professeurs, etc. etc. Donc ça, c'est un premier niveau. Après, oui, on a des attentes plus fortes.
qui peuvent s'exprimer. Alors ça dépend du chef d'établissement, ça dépend des valeurs qu'il défend, ça dépend de la connivence qui peut se mettre en place entre un chef d'établissement et son équipe. Où là, du coup, je pense qu'un chef d'établissement, comment dire, il peut... un chef d'établissement facilitateur, vraiment facilitateur, pleinement facilitateur, va traquer toutes les interstices qui se trouvent dans les textes ou dans les moyens disponibles pour pouvoir pleinement faire vivre les projets et les accompagner pleinement, quels qu'ils soient. Ça peut être l'agrandissement d'une structure, ça peut être la diffusion des pratiques au niveau de l'établissement support, dans notre cas par exemple. Et donc voilà, ça c'est un accompagnement fort qu'on espère, mais qui est difficile. On sait qu'il est difficile pour un chef d'établissement qui par ailleurs doit s'occuper d'un établissement support énorme avec toutes les problématiques qui y sont liées. Et puis c'est vrai que du coup, pour compléter un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a plusieurs degrés de soutien qu'on attend et qui se présentent à nous au quotidien, donc que ce soit sur les réflexions sur les emplois du temps pour coller au mieux au rythme des élèves, donc, puisque bien évidemment on attend un soutien sur le projet, mais bien évidemment tout ça au service des élèves avant tout, que ce soit également dans la collaboration et la défense de nos moyens par rapport aux AESH, où c'est toujours une problématique complexe, tous les personnels médico-sociaux avec tous les enjeux qu'il y a, dans le cadre de l'IPS qui est toujours ce qu'il est en tout cas au sein de notre contexte local. Et puis également on a eu aussi la réflexion, après c'est des chantiers qui vont arriver au fur et à mesure, mais sur l'agencement des salles, les espaces, etc. Donc voilà, c'est amener ce type de réflexion et puis voir quels sont les leviers en termes de moyens qu'on peut aller chercher à droite à gauche. Donc oui, avoir la connaissance de ces dispositifs qui peuvent nous aider et également être des relais auprès de l'institution de ces besoins qu'on a et qui sont inhérents à nos structures. Est-ce que vous sentez une responsabilité particulière par rapport à ces projets ? Évidemment. Même si on est de passage, on n'est pas là pour tout casser non plus. Et par rapport aux stages dont vous faisiez état, est-ce qu'il faut forcément faire des stages? On est quand même des cadres A, on a le droit de poser des questions, on a le droit de se former. Il existe maintenant plein de choses. Et puis, là je rejoins complètement la collègue, on a aussi des parcours. Et bien, même si on est arrivé dans un événement, on a peut-être innové. Pardon. J'ai été trop bref, excusez-moi. Je pense que pour pouvoir être sensible à quelque chose qui n'existe pas, il faut accepter l'idée qu'on l'ignore et qu'on n'a pas les représentations. Et donc il faut qu'on se confronte à de nouvelles situations qui vont nous permettre de nous constituer de nouvelles représentations du possible. Et si on n'a pas ces nouvelles représentations, à moins qu'on soit personnellement assez ouvert, assez confiant et qu'on n'ait pas peur de ce qu'on ne connaît pas, mais quand même ce n'est pas le cas de beaucoup de monde, alors que si on rencontre une équipe, qu'on rencontre des vrais gens, comme on dit parfois, et qu'on voit que ça fonctionne autrement, et bien du coup on va aussi pouvoir se faire des représentations et mieux comprendre ce qu'on ne connaît pas encore. Et c'est pour ça qu'il faut des stages. Alors, nous à Lille, dans la formation de Perdir, on allait effectivement c'était prévu. Voilà. Mais bon, ça c'est anecdotique. Oui, bien sûr qu'on a une responsabilité. Surtout que les projets innovants, ils sont pas nés, vous l'avez dit, je dirais pas qu'ils sont nés dans la souffrance, mais ça a demandé une genèse quand même. Et là encore, moi j'ai 7 semaines, 8 semaines, je commence, il y a un livre qui va sortir, et là j'étais en train de relire là, ce matin les chapitres, il y a une vraie genèse. Et il ne faut pas que les gens se lassent non plus. Donc c'est là où je pense que nous, justement, on peut peut-être par certains leviers éviter cette lassitude ou la lever pour faire... pour que ça continue quelque part, pour que ça continue et que ça marche. Et surtout, et alors la difficulté qu'on peut avoir, c'est d'arriver dans une équipe
qui a bougé. Et il faut arriver à faire adhérer tout le monde à ce projet aussi. Voilà. Alors ça, c'est pas vrai au micro-lycée. Je pense que c'est pas vrai non plus pour vous, parce que vous êtes tous consentants. Pour l'instant. Voilà. Au micro-lycée, ils sont tous consentants. Dans le lycée de Germain-Tillon, c'est le mouvement général. Voilà. Donc là, c'est un peu, je sais pas une limite, mais il faut bien, hier ça a été abordé, bien préparer cet accompagnement, etc. Mais bien sûr qu'on a une responsabilité. Quand on a quand on arrive dans un établissement comme Germain-Tillon qui a plus 16 d'attendus, ça veut dire quand même quelque chose. Donc il ne faudrait pas que tout ça s'écroule. Oui. Alors faire perdurer et la responsabilité particulière. Donc bien évidemment, je m'inscris complètement dans le niveau 2, traquer les moindres leviers. Je suis d'accord. Et donc effectivement, moi je vais me servir aussi des choses que mes collègues ne savent pas. C'est-à-dire que bon, je suis, enfin ils connaissent pas évidemment encore tout ce que je fais à côté, mais c'est vrai que je suis beaucoup, enfin je suis connue dans mon académie pour mon investissement auprès, on va dire, du public ou défavorisé ou du public, voilà, en UPE2A par exemple, je fais partie des chefs d'établissement qui sont au pilotage académique, par exemple au niveau du CASNAV. À côté de ça, voilà, j'étais dans un lycée, on a recruté en 4 ans plus 20% d'élèves, puisque donc il y a une vraie fuite. Et donc du coup, on sait que j'ai ce côté un peu, ce petit tempérament d'aller traquer Monsieur Libert, je vais y aller traquer. Et donc après, voilà, c'est ce que je disais, c'est aussi, pour ma part, c'est de faire les liens. Effectivement, c'est de casser le dispositif un petit peu isolé. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est notre rôle un peu politique, hein, c'est de profiter des moindres instants. Alors, je ne sais pas si dans nos régions académiques, nous on fonctionne en termes de réseau, hein, donc un lycée de secteur, ses collèges, ses écoles. Donc déjà, comment au sein du réseau donc parler de ce dispositif, comment à l'occasion moi-même de mes rencontres avec mes anciens collègues où je me dis bah tiens, je vais les inviter, ils vont venir aux conférences, comment je vais passer l'information dans aussi les formations des CPE. J'en suis une ancienne, je connais les IAIPREVS par exemple, donc je vais profiter de toutes les occasions qui ne sont pas forcément celles en termes de moyens ou financiers ou humains, mais c'est comment en fait rendre cette structure évidente qu'on n'est plus à la questionner, est-ce qu'elle doit vivre ou survivre ou disparaître. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, dans ma personnalité, je vais traquer. Est-ce qu'on arrête dans 2 minutes? Est-ce que quelqu'un veut poser la dernière question? Terrible responsabilité, la dernière question. Oui, bonjour à tous. Alors, il y avait, pour rebondir sur la question d'André, il y en a une autre qui avait été évoquée, de proposition plus récemment par la FESPI, c'était d'avoir des postes à profil pour les chefs d'établissement, pour les établissements qui accueillent des structures innovantes. Donc, profiler les postes, pardon. C'est une piste. Une des pistes serait de profiler les postes. Voilà. Et donc, avoir des proviseurs ou des principaux qui ont un profil correspondant à l'accueil et au suivi adapté de ces structures-là. Alors peut-être pour la remettre en tant qu'ancien ex en perspective, quand on avait fait ce petit travail là sur les chefs d'établissement facilitateurs et qu'on avait été interrogé un certain nombre de chefs d'établissement, environ la moitié nous avait dit en fait j'ai découvert l'annexe expérimentale une fois que j'ai fait la passation avec l'ancien chef d'établissement. Donc les chefs d'établissement arrivaient une fois sur 2 quand il s'agit d'annexe, en fait, effectivement, comme vous le disiez pour Bonaparte, l'essentiel n'est pas le lycée des possibles, même si pour nous c'est l'essentiel. Mais pour vous, l'essentiel n'était pas là quand vous avez obtenu le poste. Le hasard peut-être faisait que vous connaissiez, que vous étiez à côté, mais d'autres chefs d'établissement arrivaient sur ce genre de structure sans même que ce soit écrit quelque part. C'était la découverte. Et donc on espérait
que ces chefs d'établissement aient au moins l'information, c'est-à-dire ne viennent pas complètement par hasard pour découvrir ce genre de structure. D'où toute cette réflexion sur et si on va plus loin, est-ce qu'il y a même un profil des chefs d'établissement qui accompagnent l'innovation. Donc comme ça, vous en dites quelque chose et ça fait le mot de la fin, si vous voulez déborder, si cette question ne vous inspire pas. J'ai retenu ce que vous avez dit ce matin, innover comme une désobéissance qui a réussi. Donc, eh bien, on peut aussi incarner ça sans avoir été, on va dire, profilé, parce qu'on peut venir d'académies ou on peut avoir des parcours professionnels qui ne sont pas non plus dans ces schémas que vous-même, vous ne voulez pas. Eh bien, moi, j'ai envie de dire que j'ai envie de croire que je puisse être aussi la possible rencontre d'un DAZEN ou d'un recteur qui se disent, tiens, elle n'était pas là, mais par contre, là, elle nous a fait la preuve sans qu'on l'attende, ou il a fait la preuve sans qu'on l'attende. Donc j'ai envie aussi de penser que je puisse être cette petite surprise. Voilà. Oui, on n'arrive quand même pas par hasard. On n'arrive pas complètement par hasard. On a quand même des rencontres. Lorsqu'on demande des établissements, on a une rencontre un petit peu longue quand même avec nos chefs. Et ils nous proposent des choses. Et ils nous disent et ça, et ça. Et ils ont notre parcours. Donc voilà, c'est ça. C'est pas. Il n'y a pas vraiment de hasard. Il n'y a pas des hasards complets. Enfin, en tous les cas, en ce qui me concerne, c'est pas un hasard complet. Voilà. Voilà. Après, je ne sais pas. Par contre, c'est vrai que, franchement, le micro-lycée, c'était pas celui-là que j'avais identifié. J'avais identifié le projet de Germaine Tillon, mais le micro-lycée, ça c'était un peu la surprise. Mais voilà, on fait avec. Voilà. On fait, j'espère, le mieux possible. Voilà. Mais voilà. Je ne sais pas si Olivier. Par rapport au ressenti sur cette question, ou de manière plus générale Alors, du coup, donc moi, comme je le disais, je suis co-lycée qui est aussi un EPLE, donc c'est un... Alors, au niveau du profilage du poste, ça peut être une piste intéressante au sens où il y a un caractère spécifique de l'établissement, mais on est en même temps un EPLE avec du coup un mouvement classique. Donc il y a aussi cette dualité où on a aussi une partie du corps enseignant pédagogique qui n'est pas de facto partie prenante d'une perspective d'innovation au sens systémique avant d'arriver forcément, et qui va le découvrir à l'instant T. Donc ça peut aussi avoir un certain intérêt d'avoir aussi le parallèle au niveau des personnels de direction. Donc je ne sais pas si une piste hybride peut être un poste sur les deux, entre le proviseur et le proviseur adjoint, puisqu'il y en a deux, un profilé, l'autre je passe. Mais en tout cas, voilà, c'est une question qui est intéressante et qui mérite d'être posée. Moi, j'avais juste quand même une petite conclusion à apporter un peu à tout cela, c'est que l'innovation, en tout cas, alors moi je suis intégré l'établissement en 2019, donc quelques années après sa naissance, donc je suis arrivé en tant que nouveau et puis j'ai découvert un petit peu tout ça et c'était le fruit du hasard. Donc je suis arrivé sur un poste à profil, mais c'était un peu le fruit du hasard parce que du coup j'ai postulé au mouvement classique et puis c'est mon inspectrice qui en tant que stagiaire m'a parlé, alors elle m'a parlé du micro-lycée et puis finalement j'ai découvert que c'était un poste au lycée. Donc voilà, donc c'est en ayant un contact avec l'équipe enseignante que j'ai découvert la réalité du terrain. Et en fait, je regrette pas du tout. Et c'est même pour le coup, je pense que je serais passé à côté de quelque chose dans ma vie si j'étais pas arrivé ici, parce que c'est un véritable bonheur d'y travailler. Il faut s'arrêter là-dessus. Voilà. Hein. C'était tellement beau cette phrase-là que. Ouais. Anthony, voilà. Un dernier mot? Un dernier mot, oui, pour reprendre la proposition de Philippe. On est quand même passé par des relations difficiles avec les chefs d'établissement, donc ça peut quand même faire office de garde-fou. Et de ne pas laisser l'aléa de la rencontre, finalement, diriger le destin des jeunes qu'on accueille et des exclus qu'on accueille dans nos structures et qui n'auraient pas ailleurs où aller, pour des questions d'ego. Donc oui, ça pourrait être un garde-fou. Pourquoi pas? Merci à vous quatre et je te laisse parler de l'organisation. Merci.
Donc merci beaucoup en tout cas pour vos interventions. Donc on a une petite 15 minutes de pause.